Bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux pour cette séance de FlameGraph. Donc les FlameGraph, qu'est-ce que c'est? C'est un outil pour faire un peu de profiling sur vos machines et comprendre comment marche votre kernel et comment marchent vos applications. Alors tout d'abord, qui sommes-nous? Je suis Nicolas Peters, je travaille à Canal+. Et je m'appelle Vincent Beretti et je suis architecte chez Hippon Technologies. Donc là, on va se mettre dans une petite mise en situation, un truc qui arrive des fois au boulot. On est tranquillement installé au boulot, on regarde son écran de monitoring et là, il y a le CPU d'une instance Amazon qui passe à 100%. On ne comprend pas trop ce qui se passe. On se connecte en SSH sur la machine, on regarde et là, c'est la machine, c'est la JVM qui est en train de prendre tout. Donc le htop est clair, il y a tout à 100%. Donc là, dans ce cas-là, on est quand même un développeur Java, donc on fait des thread dump, en avant, les JStack, on regarde les JStack, on fait un premier JStack, on voit rien. On fait un deuxième JStack, on voit rien. Donc là, on est un peu embêté, et là, il nous faut un expert, Vincent. Et donc, je te propose de faire un FlameGraph. Donc, on lance une petite commande avec notre process ID et on obtient ça. Donc là, en fait, on a une vision de ce qui se passe exactement sur notre processus pendant le temps de la capture. Donc, on a... ça marche pas. Oui. On va avoir, en fait, en largeur, donc je ne sais pas si vous voyez forcément bien, en largeur, on va avoir les méthodes, en fait, qui vont être plus ou moins larges en fonction de la consommation de CPU. Et en hauteur, on va avoir toute la chaîne d'appels, un peu comme une stack trace qu'on peut avoir en Java. Donc c'est un SVG, donc on l'ouvre dans le navigateur et on peut facilement zoomer sur certaines parties. Là, par exemple, je sais que j'ai un contrôleur que je soupçonne de faire des choses un peu bizarres. Je peux zoomer. Donc déjà, je vois sur le petit tooltip qu'il m'a pris 43% de la consommation CPU pendant le temps de ma capture. Et je peux voir en détail en fait, les différentes stacks à partir de ce contrôleur. Donc je peux resetter. Ce qui peut être pratique aussi, c'est de chercher une classe ou un package qu'on soupçonne d'être responsable d'un problème. Donc on le cherche et il va nous le mettre en surbrillance. Donc on va pouvoir exactement voir, estimer avec la largeur combien de temps ce package ou cette classe a pris de consommation de CPU. Là, quelque chose qui peut être intéressant pour que vous compreniez plus comment ça marche. J'ai zoomé sur une partie en fait, du FlameGraph. Donc là, c'est sur un appender, alors je ne sais pas si vous voyez, sur un appender logback. Et en fait, grâce au FlameGraph, grâce à la capture, on voit exactement ce qui se passe dans notre appender. Donc là, on peut voir qu'on a un appender qui est configuré pour faire du datagram socket, donc ça va être de l'UDP, et du file output stream. Donc, on voit le coût de notre appender où on a configuré en fait deux sorties, une sortie réseau et une sortie fichier, directement dans le FlameGraph. Donc, en termes de couleur, en fait, vous voyez en rouge va apparaître tout ce qui est kernel, en jaune tout ce qui va être JVM, et donc JVM, la JVM elle-même, et en vert tout notre code Java avec nos classes et nos méthodes. Donc ça, c'est un FlameGraph qui a été réalisé sur nos environnements de performance à Canal+. C'est une vraie application Canal, c'est un vrai microservice qu'on utilise en prod. C'est une vraie appli. Donc, comment nous est venue l'idée de vous parler de FlameGraph et comment nous, on a découvert les FlameGraph? Donc, c'est par Brendan Gregg, donc c'est le monsieur performance de Netflix, donc, qui, en juillet 2015, a publié un article où il expliquait comment lui, il générait des FlameGraph et comment on pouvait maintenant le faire donc, sur du Java et du kernel Linux. Donc, on le verra, pour ça, il utilise un outil fourni par Johannes Rudolph. On verra après à quoi sert exactement l'agent. Donc en fait, pour faire un FlameGraph, donc on va voir exactement tout le processus pour générer un FlameGraph. Tout commence avec perf. Donc perf, c'est un outil du kernel Linux qui va nous permettre d'enregistrer des événements du kernel. Donc par défaut, perf va nous enregistrer des événements de type consommation de CPU. Donc on va le lancer en lui précisant un process ID dans notre cas. Et il va enregistrer tous les événements
qui font de la consommation CPU avec toute la call chain. Donc la call chain, c'est l'équivalent de la stack trace Java avec le système également. Il va sortir tout ça dans un fichier data, qui est un fichier binaire pas forcément exploitable. Mais perf fournit également perf script, qui va nous permettre de transformer ce fichier binaire en un fichier stacks plus lisible. Donc là, on voit en fait l'ensemble, dans ce fichier out.stacks, on va avoir l'ensemble des call chains qui ont généré un événement de type consommation de CPU. En fait, c'est comme si on avait collé toute une série de thread dump à la suite et qu'on les avait exécutés très très rapidement et collés dans un seul fichier. Ça ressemble un peu à ça, Vincent. Tout à fait. Donc là, on zoome sur une des stacks du fichier out.stack. Donc on va avoir le thread ID, le timestamp de la capture, et en dessous, vous avez toute une stack. Donc en partant du bas et en remontant vers le haut, on voit qu'en bas, on a du système, après on a quelque chose de la JVM, et après on a ce qui semble être notre application. Donc le haut, là, moi, je ne vais pas pouvoir m'en servir, parce que là, il n'y a que des anneaux et des pointeurs de méthode. C'est pas très utile, là, ce que tu me montres, Vincent. Avec ça, je ne vais pas pouvoir faire la suite. Ouais, pour l'instant, ce n'est pas très utile. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, notre code Java, il est compilé dynamiquement en code natif par un mécanisme qui s'appelle le JIT. Donc on ne peut pas savoir à un instant T à quel pointeur de méthode natif correspond notre classe Java avec nos méthodes classiques. Donc pour ça, alors on va rajouter quelque chose sur ce qu'on avait fait tout à l'heure avec simplement perf. On va mettre en place une option qui s'appelle Preserve Frame Pointer. Donc c'est un patch qu'a soumis Brendan Gregg à l'OpenJDK. Donc ça va permettre de dire en fait au JIT, quand il compile en code natif, de garder toute la stack. Donc c'est une option qui est disponible à partir de la 1.8.66. Les estimations d'impact sur les performances, parce qu'en fait ça désactive une optimisation du JIT, c'est de 0 à 3% d'impact. Donc une fois qu'on a ça, on va en plus lancer, juste après le perf record, on va lancer le perf agent, donc qui est un agent développé par Johannes Rudolph. C'est un agent JVM qui va se connecter dynamiquement en fait, à votre JVM pour récupérer en fait, la correspondance entre les pointeurs de méthode et votre code Java. Vu que c'est fait dynamiquement avec le JIT, il faut que ça soit fait dynamiquement. Donc le perf agent va se connecter, va récupérer l'équivalence des symboles. Donc c'est ce qu'on peut voir en bas. On a un pointeur de méthode et un package avec une classe et une méthode. Et ça va nous sortir un fichier .map. Donc le fichier data et le fichier .map fourni à perfscript va nous donner une stack beaucoup plus lisible. Donc là, avec le fichier .map, en effet, là, ma stack est entièrement traduite. Je retrouve une stack avec du code Java. C'est bon, là, je peux le comprendre. Je comprends tout ce qu'il y a. C'est parfait. Donc en fait, les fichiers map, ça ressemble un peu aux fichiers map qu'il y a dans le JavaScript, qu'on peut retrouver des fois dans le JavaScript. Exactement. Donc là, on a un fichier out.stacks lisible, mais bon, c'est toujours pas un flame graph qui nous donne pas une représentation visuelle de ce qui se passe. Donc pour ça, on va passer le out.stack dans des scripts fournis par Brendan Gregg, stack collapse qui va réunir les stacks, et puis quelque chose qui va nous générer une image. Donc là, toute la dernière partie, c'est de la manipulation de fichiers texte, donc c'est relativement basique, il n'y aura pas trop de magie noire dans cette partie-là. L'avantage, c'est qu'entre stack collapse et le flame graph, eh bien là, je me retrouve avec mes stacks qui ont été inlinés, donc tout mis sur une seule ligne. Donc là, je peux facilement faire un grep pour sélectionner une sous-partie du graphe si je m'intéresse qu'à certains types de packages. Je peux faire des manipulations sur mes noms de packages pour les raccourcir, pour rendre les choses plus lisibles. Je peux faire beaucoup de choses juste en scriptant d'une manière classique parce que c'est du fichier texte, c'est facile ça. Ouais, alors là, on voit toute cette chaîne. Mais par contre, c'est vrai que ça fait beaucoup d'outils quand même. Ouais. Mais pour ça, en fait, Johannes Rudolph package tout ça dans juste un script, perf Java Flame, et vous passez votre process ID, et voilà, ça vous fait toute la chaîne pour vous. Donc pour résumer, pour installer tout ça, il faut d'abord que j'installe, donc ça c'est un script qui marche sur CentOS, enfin sur les parties Red Hat.
Donc il faut faire un petit yum install perf pour récupérer la version pour récupérer perf pour notre kernel. Donc il y a une version de perf pour chaque version du kernel, mais là ça s'installe tout seul. Sur du Linux, il faut faire un Linux tools, apt-get linux install tools, ça marche tout seul aussi. Pour la partie JDK, il faut juste une JDK supérieure à la 1.8.6.6. Rien de très exceptionnel puisque c'est déjà dans les CentOS de base. Ensuite, il faut cloner 2 repos Git. Donc le premier, c'est celui de Brendan sur les Flamegraph. Donc c'est le repo Git qui contient essentiellement la partie de script Perl pour faire le script collapse et la partie de création du Flamegraph. Et le deuxième package, la deuxième chose à check-outer, c'est le perfmap agent. Donc là, par contre, c'est l'agent de JVM. Alors l'agent de JVM, il fait un peu de magie noire, il fait un peu de C, un peu de choses qu'on ne veut pas voir, mais il suffit de le compiler et tout s'installe tout seul. Une fois qu'on a fini de faire ça, il suffit juste de rajouter le preserve flamegraph à l'exécution de notre programme et on déclenche perf Java Flame avec le PID et ça fonctionne. C'est parti. Et donc là, on va passer sur une partie de live démo. Tout ce que vous allez voir, c'est disponible sur GitHub, donc vous aurez le lien en fin de présentation. Tout est packagé dans un Vagrant, donc vous n'avez pas besoin d'être sous Linux. Ça marche très bien. Voilà, donc on va utiliser un petit outil pour... donc on a écrit une petite application Spring Boot. On va utiliser un petit outil pour appeler notre microservice de Fibonacci. Service très utile, un microservice hyper utile. Donc du coup, on utilise un petit outil qui s'appelle WRK, qui est un petit injecteur HTTP qui marche très très bien, qui est très puissant. Donc là, on déclenche notre appel. De l'autre côté, on déclenche notre commande perf Java Flame, donc avec le PID de l'application qui se trouve juste ici. Donc ça, c'est l'application Spring Boot qui est démarrée. Là, on déclenche notre perf Java Flame. Le record est en train de se dérouler. Pendant ce temps, on va regarder donc le code de l'application Fibo Controller. Donc c'est un Fibo classique, on l'a juste mis dans un microservice. C'est du Spring Boot, histoire de faire un truc qui peut ressembler à ce que vous avez à la maison, enfin au travail. Voilà. Pendant ce temps, notre Flamegraph s'est généré. Donc du coup, il nous l'a généré. Il a fait une capture. Donc si on regarde, il a fait une capture pendant 15 secondes. Il a récupéré 700 samples de CPU et il a généré notre Flamegraph. Alors, on va aller regarder à quoi est-ce qu'il ressemble. Hop là, voilà, donc ça, c'est notre Flamegraph qui a été généré. Donc là, on retrouve bien ma méthode de Fibonacci, on retrouve bien mes stacks de Spring, donc ça ressemble bien à ce que j'attendais, c'est bien du Spring Boot comme il fallait. Par contre, entre cette ligne-là et cette ligne-là, normalement, je n'avais pas directement, si on regarde bien dans le code, j'avais une méthode à l'intermédiaire. J'avais une méthode Fibo, et là, je ne la vois pas apparaître. Comment ça se fait, Vincent ? Ça, c'est normal, c'est le JIT encore, donc qui va nous optimiser notre code Java, et qui va donc inliner certaines méthodes et faire certains changements. Donc là, ce que tu vas voir en fait dans le Flamegraph, c'est exactement ce qui se passe sur ton kernel. Hop, donc ça, c'était la démo Fibo. La démo d'après, c'est la démo GC. Donc le GC, le Garbage Collector, on a récupéré un petit bout de code qui avait été écrit par des gens de LinkedIn pour faire des tests de GC. Donc du coup, c'est un petit bout de code qui permet de générer beaucoup d'objets, d'instancier beaucoup d'objets, qui les stocke dans une queue, qui les instancie, qui les ajoute à une queue et qui du coup génère énormément d'objets et empêche le Garbage Collector de faire trop d'optim et les garde pendant un certain temps, histoire de faire tourner le GC vraiment à fond. Si on prend ce petit bout de code et qu'on le fait tourner et qu'on regarde ça avec un outil de profiling classique, en fait, il va nous faire apparaître ce genre de choses-là. Donc là, en fait, il est en train de me dire que c'est ma méthode string replace qui prend 100% du CPU. Mais nous, c'est pas vraiment ce qu'on pense quand on regarde un truc comme ça. On se dit, tiens, c'est plutôt du GC. Alors si on fait un Flamegraph de ce bout de code, on se retrouve avec ça. Donc là, on voit beaucoup de jaune, de rouge, ça fait un peu peur, mais il y a un petit bout de vert.
Si je regarde le vert, en effet, ça c'est mon application, c'est le string replace, c'est juste ça en fait. Et le reste, par contre, à côté, là je retrouve tout en bas un thread qui s'appelle gc-task thread.run. Donc ça c'est une méthode du GC. Donc là, on vient de trouver qu'en fait, c'était notre GC qui prenait tout. Si on regarde tout ce qu'il y a au-dessus, on retrouve toute une série de méthodes qui sont appelées par le GC, dont des méthodes de copie de mémoire, des choses comme ça. Donc du coup, là, on ne nous ment pas, en fait. On voit vraiment ce qui se passe à l'intérieur de la VM. Il n'y a rien de caché. C'est vraiment notre GC qui a pris, et à partir de cette étude-là, on peut partir sur des études plus poussées sur les outils de GC qu'on a l'habitude de voir avec du Java, et en mettant les différents paramètres pour débugger le GC. Mais c'est un bon indicateur visuel pour se rendre compte tout de suite de ce qui se passe et quel est le ratio entre la partie du GC et la partie de son application. Donc ça c'est bien joli, le CPU, tout ça, mais dans nos applications, microservices, nos appels aux bases de données, notre processus il n'est pas tout le temps sur le CPU. Il y a des fois où il attend. Donc ça c'est ce que Brendan Gregg appelle le off CPU. Et on peut aussi en faire des flame graph. Brandon, il fait des flame graph de tout, de toute façon, c'est pas compliqué. Alors, les flame graph de host CPU, comment ça marche? Alors ça, ce que l'on voit là, c'est un moteur à état du scheduler Linux. Le scheduler Linux, c'est ce qu'il y a au cœur du kernel Linux, en fait. La partie en rouge, le runnable, c'est ce qu'on vous a montré, c'est les on CPU. C'est les moments où le CPU il tourne, c'est le moment où votre application elle est sur le CPU, elle fait tourner le CPU. C'est les flame graph de couleur rouge qu'on a vu là. Les parties en bleu, c'est les moments où l'application est plus sur le CPU, c'est les moments où elle est en train d'attendre. En fait, elle attend quoi, généralement? Elle attend soit des I/O, du disque, du réseau, des choses comme ça, soit elle attend un lock, soit, tout simplement, on lui a demandé d'attendre. On a mis un petit slip dans notre code, et voilà. Donc ça, c'est un des rames de la partie du kernel Linux sur l'explication du scheduler. Avec perf, qu'on appelle aussi des fois perf event, que vous pouvez trouver sur perf event, on trouve ce type de diagramme. Alors ça, c'est un diagramme de Brandon, toujours. Donc c'est un diagramme qu'il utilise régulièrement pour montrer une application et les parties du kernel. Donc c'est la partie rouge en haut, c'est l'application. On voit la partie Cisco, l'interface, donc là, c'est la partie du kernel. Et toute la partie du bas, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du kernel Linux. Donc là, on voit tous les différents points d'extension qu'on a sur le kernel. Et tous les différents types d'événements qu'on peut récupérer avec perf. Nous, jusqu'ici, on s'est intéressé principalement aux événements de CPU clock, qui est l'événement qui est en bas. Donc il y a un événement qui est déclenché par le scheduler qui indique que le thread rentre sur le CPU. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et là, maintenant, on va plutôt s'intéresser aux événements de type schedule. Donc là, il y a toute une partie d'événements de schedule. Il y en a plusieurs. Nous, l'événement que l'on va regarder, c'est un événement un peu particulier qui est l'événement du schedule stat runtime. Alors le schedule stat runtime, en fait, c'est des statistiques qu'envoie le scheduler sur le temps qu'a passé un thread dans le CPU. Ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait, ça se comprend bien. En fait, il envoie une métrique régulière qui dit tel thread a passé tant de millisecondes, tant de nanosecondes sur le CPU. Là, ce petit bout de script, en fait, déclenche une classe de test. Ensuite, elle déclenche une commande qui s'appelle perfrecord. Donc, c'est la même commande perfrecord qu'on a vue jusqu'ici, sauf qu'on lui passe un paramètre qui s'appelle statRuntime, qui permet. Et donc, du coup, avec cette commande-là, on enregistre uniquement les événements de ce type-là. On exécute ensuite la création, on appelle ensuite le perf map agent, qui permet de créer les fichiers de symboles sur notre JVM. Et on finit avec une dernière partie qui est un petit peu particulière, puisqu'on utilise perfscript et une option "-s qui permet à perfscript de passer un fichier Python. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fichier Python? Les gens qui ont fait perf et perfscript, ils ont écrit une API Python qui permet de parser le contenu des fichiers script et de récupérer tous les événements sous la forme d'une API Python. L'API Python, elle ressemble sensiblement à ce qu'on retrouve dans du code Sax. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, les parseurs XML Sax. Non, je suis trop vieux. Donc ça ressemble à ça, en fait. Ça ressemble à ça. Donc là, on retrouve une méthode Python.
On retrouve un bout de code Python avec une méthode qui correspond au nom de l'événement qu'on est en train de capturer. Sur cette méthode, on retrouve tous les paramètres qui ont été bindés automatiquement, qui sont tous les paramètres qu'il y a à l'intérieur de l'événement. Donc on retrouve tous les événements, qui sont par exemple les événements de quand l'événement a été capturé, l'ID du thread, et là, dans ce cas-là, le runtime. Donc nous, on capture des événements de stat runtime, on les a agrégés sur un thread, et on calcule le delta, c'est ce qui est fait ici. On calcule le delta entre le temps à laquelle le thread nous a envoyé son premier stat runtime et le temps à laquelle on a reçu le deuxième. Donc en calculant la différence, on sait le temps qui s'est passé, et en enlevant le temps du runtime, on se retrouve avec uniquement le temps que le thread a passé à l'extérieur du CPU, donc le temps de off CPU. C'est ce qu'on calcule à ce niveau-là, en fait, en faisant le delta moins le runtime. Par la suite, on a décidé de garder que les événements qui sont supérieurs à 5 millisecondes, de telle manière à ne pas trop polluer le flame graph. Donc si on regarde ce que ça donne, un flame graph comme ça, si on génère tout le flame graph, on se retrouve avec un flame graph de ce type-là. Donc la couleur, là, c'est une couleur bleue, c'est en opposition aux autres flame graph que l'on voit qui sont de couleur plutôt rouge pour montrer qu'on utilise du CPU. Là, c'est plutôt une couleur plus bleue, qui est plus calme, parce qu'en fait, on est dans des phases d'attente. Sur ce flame graph, on retrouve beaucoup de choses. Entre autres, on retrouve cette méthode-là. On retrouve une approximation du temps qu'elle a consommé et le pourcentage de temps qu'elle représente par rapport à l'ensemble. Donc là, on retrouve ma méthode mylock. Donc qu'est-ce que la méthode mylock? En fait, c'est une méthode qui a été placée dans mon code, dans le code que j'ai exécuté sur ma VM. Donc le code que j'ai écrit, c'est un petit main, c'est un simple petit main. Donc là, on fait des new threads, il ne faut pas faire ça dans la vraie vie, mais là, c'était pour le cas de la démo. Et qui appelle une méthode mylock. Le mylock, c'est rien d'autre qu'un petit bout de code qui fait un synchronize, qui fait un énorme synchronize sur 10 pour bloquer et donc avoir vraiment une grosse concurrence sur le lock. Donc du coup, c'est une petite fonction qui permet de vraiment locker les threads. Et donc du coup, c'est bien ce qu'on retrouve à l'intérieur du off CPU. On retrouve bien le lock qui est bien positionné au bon endroit, et on comprend que c'est vraiment cette chose-là qui bloque. Ça, il faut voir que autant monitorer des accès à des systèmes distants, je pense que vous mettez tous des systèmes de métriques dès que vous faites des appels à des systèmes distants. Donc on a relativement des informations sur le temps que mettent nos serveurs à répondre. Donc le temps des IO, c'est relativement plus facile à gérer. Par contre, le temps des synchronize, c'est des choses qui sont plus dures à mesurer, et qu'on peut mesurer avec ce genre d'outils. Donc en conclusion, on a quand même un outil qui est facile, rapide à mettre en place, qui a peu d'impact. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on a une vision Java et kernel Linux. On a aussi, c'est ce qu'on a vu avec le JIT, en fait, on voit ce que fait le JIT, donc on a une vision interne de ce que fait une JVM, en fait. Donc on peut voir d'autres choses, en fait, là on vous a montré l'inlining par exemple, et on peut voir d'autres choses qui sont intéressantes. Ça marche sur n'importe quel process. Là, on vous a montré sur du Java, mais ils en font également sur du Node.js ou sur une appli C. Sur du Go. Voilà, sur du Go. C'est extensible. Donc, alors juste avant, on avait l'ensemble des événements qu'on peut capter avec perf. Donc, c'est déjà extensible à ce niveau-là, en fonction de l'événement qu'on va pouvoir récupérer. Et l'API Python qu'on a vu nous permet facilement en fait, d'interpréter les fichiers stacks qui sont générés. Ce qu'on peut regretter un peu, c'est qu'il faille avoir le privilège root pour lancer perf, et que la documentation de perf n'est pas forcément toujours très claire. Donc du coup, en conclusion, la suite. Alors, première partie, c'est Vector. Vector, c'est l'outil de monitoring qu'utilise Netflix. C'est leur outil sur lequel ils ont branché toute leur VM et qui leur permet de surveiller la consommation CPU, mémoire et plein d'autres choses. Et dans Vector, ils ont installé un module qui leur permet de générer des flame graphs.
Ça veut dire que Netflix s'en sert vraiment en production et que ce n'est pas qu'un outil pour décorer, c'est un vrai produit. La petite licorne là-bas, c'est BCC. BCC, c'est le nouveau framework de capture d'événements qui est en train d'intégrer au kernel Linux. Donc dans la dernière version, à partir des 4.4 et 4.5, ils sont en train d'intégrer un nouveau framework qui va leur permettre de récupérer encore plus d'événements. Donc du coup, ça va être le futur remplaçant de perf. Donc c'est une version qui va être encore moins impactante en termes de perf, en termes d'impact des mesures, et qui va permettre de ressortir plus facilement beaucoup plus d'événements, beaucoup plus d'informations. Alors il faut savoir que Brendan est déjà en train de travailler dessus et qu'il a fait une petite carto qui montre un peu tout ce qu'il a déjà réalisé. Donc tout ça, c'est une série d'outils qu'il a écrits au-dessus de BCC qui lui permet de capturer plein d'événements. Entre autres, on retrouve la partie off CPU time qui est déjà précalculée. Donc avec ce genre d'outils, on se rend compte qu'on pourra faire beaucoup plus de choses beaucoup plus rapidement et qu'il y a plein d'outils qui sont déjà posés sur l'étagère prêts à l'emploi. Il faut juste attendre un petit peu d'avoir les derniers kernels qui arrivent sur nos distributions. Le dernier point, c'est que la plupart de nos entreprises sont en train d'aller sur le cloud, ou du moins ils pensent. Et sur le cloud, ce qui coûte cher, c'est les CPU, c'est le temps CPU, enfin essentiellement. Ça coûte cher, et donc du coup, ça vaut le coup de l'optimiser, d'essayer de gagner un petit peu du temps CPU. Non seulement quand vous allez faire de la perf, vous allez gagner du business et de l'argent, parce que votre service va répondre plus rapidement, mais en plus, vous allez gagner de l'argent, parce que vous allez pouvoir éteindre des instances. Et ça, c'est pas négligeable. Et c'est quelque chose qu'on peut plus facilement expliquer sur le cloud que sur d'autres infrastructures. Alors les références, la première référence, c'est l'article qui nous a inspiré. Donc c'est l'article de Java One de Brendan. Donc il y a toute une vidéo dessus qui est très intéressante. Le deuxième, c'est un article que Brendan a écrit il y a 2 semaines. Donc c'est un article plutôt, Brendan et son équipe ont écrit il y a 2 semaines. C'est un article qui explique comment ils ont utilisé des flames graphes pour gagner 13 millions de minutes de temps CPU par jour. 13 millions de minutes de temps CPU par jour, c'est beaucoup, beaucoup d'argent quand on y pense. C'est-à-dire que grâce aux flames graphes, ils ont réussi à gagner 200% de CPU sur des machines. Donc ça commence à chiffrer. Et le dernier lien, c'est un lien sur notre prez et sur tous les exemples de code que vous avez pu voir. Est-ce que vous avez des questions ? Qui est-ce qui a des questions ? Pas de questions ? En haut. Ah, oui, monsieur ? Vous m'entendez ? Oui. Ouais. Oui. La question sur l'argument JVM, Preserve Frame Graph, Preserve Frame Pointer. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a un overhead entre 0 et 3%. Si c'est positionné en argument de la JVM, ça veut dire que ça tourne H24 et cet impact, il est constant en fait. Oui, Exactement, oui. Il n'y a pas un moyen de l'activer dynamiquement ? Non. D'accord. Non, c'est vraiment une configuration du JIT, donc c'est dès le démarrage. Après, ce qu'il faut voir, les 0 à 3%, c'est les calculs qu'ils ont fait chez Netflix en forte charge. Donc on est sur quelque chose qui reste raisonnable pour pouvoir faire à tout moment un flame graph. Très bien, merci. D'autres questions ? Oui. Est-ce que ça tourne que sur OpenJDK ou le JDK normal, entre guillemets ? Ça marche sur les JVM Oracle, en effet. Du moment qu'elle est supérieure à un 8.6, c'est bon. D'autres questions ? Non ? Bon, merci. Merci.